Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur R Télévision pour ce nouveau numéro de l'actu. Bienvenue à vous. Je rappelle, suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page YouTube, la page Facebook, le tweet. Il y a aussi l'Instagram. Partagez, likez. Merci pour votre fidélité. Avant de vous parler du programme de ce soir, bien évidemment, R Télévision s'associe à nos confrères de BFM TV, puis à toute la presse française, à toute la presse international. On rend hommage ce soir au journaliste. Vous allez voir sa photo s'afficher à l'écran. Le journaliste de BFM TV qui a perdu la vie donc hier, Frédéric Leclerc Imhoff précisément, journaliste reporter d'images donc pour BFM TV. Voilà le message de sa mère aujourd'hui qui tient à réagir publiquement pour répondre à un leader séparatiste de la République populaire de Lugansk dont l'agence de presse russe TASS a relayé les propos suivants. Il a assuré que Frédéric Leclerc Imhoff n'était pas journaliste, mais, je cite, mercenaire engagé dans la livraison d'armes aux forces armées. Voici ce que dit la mère de ce jeune journaliste à l'attention de l'agence TASS, dit-elle, et des responsables de la RPL. Bonjour, je suis la maman du jeune journaliste que vous avez tué hier. Votre communiqué me donne la nausée. Bien sûr, vous cherchez lâchement à vous dédouaner, mais sachez que jamais vous ne réussirez à salir sa mémoire. Tout le monde ici reconnaît son engagement professionnel et personnel pour la démocratie, le respect humain et surtout une information libre, impartiale et honnête, toute notion qui semble bien éloignée de ce qui vous anime. Aujourd'hui, mes pensées vont à toutes les mères ukrainiennes qui pleurent leurs enfants, tous les enfants ukrainiens qui pleurent leurs parents et toutes les mères russes qui ont vu trop tôt leurs jeunes, ces jeunes qui sont partis faire la guerre, partis soldats, qui ne les reverront pas et qui se demanderont pourquoi. Moi, au moins, malgré la douleur, je sais pourquoi mon fils est mort, dit-elle. Un jour, les véritables responsables de cette absurdité criminelle devront rendre des comptes. Fin de citation. Voilà le message de la maman donc de Frédéric Leclerc Imhoff, jeune journaliste qui donc travaillait pour la chaîne BFM TV, qui était donc reporter de guerre. On sait combien nous les journalistes, c'est un métier très particulier de se rendre notamment dans les zones de conflit. Bonsoir à mes invités. On va parler ce soir de législative et on va parler bien évidemment de cette guerre ukrainienne maintenant qui dure depuis plusieurs semaines, bientôt 2 mois. Avec nous, Azdin Taibi, maire de Stein, Parti communiste, candidat aux législatives 2022, la France insoumise, et vous êtes président de l'Assemblée de l'Union populaire, vice-président, pardon. Azdin Taibi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On devrait avoir avec vous normalement Karima Katim, si je ne me trompe pas. Elle a un empêchement, désolé. D'accord, très bien. On la salue, conseillère municipale Le Blanc-Ménil et candidate à vos côtés aux législatives 2022. Ça arrive très vite puisque le premier tour, c'est le 12 juin, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Gamal Abina, que vous connaissez, analyste politique, est avec nous. Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Merci Gamal Abina d'être avec nous. On va commencer avec vous, Azdin Taibi, sur ces législatives. D'abord, d'un point de vue général, comment se passe cette campagne? On va voir quelques images défiler à vos côtés lorsque vous allez intervenir. De votre côté, d'un point de vue général, comment vous la sentez, cette campagne législative? Je rappelle qu'on sort d'une présidentielle, qu'il y a aussi un remaniement de fait après l'élection d'Emmanuel Macron. Notamment de Madame la Première ministre, du nouveau gouvernement. Voilà, peut-être une température sur ces législatives à quelques jours maintenant de ce premier tour. Alors, il faut reconnaître que ça va être une campagne assez éclair, puisque comme vous l'avez précisé, on sort d'une élection présidentielle qui a été assez particulière, assez intense. Une campagne éclair, mais en même temps, je serais tenté de dire, pour moi qui ai un petit peu l'habitude d'être sur le terrain, donc ça ne me change pas beaucoup dans mon quotidien. On est dans une campagne où il faut vraiment... Alors, Azdin Taibi, je vous ai perdu. Allez-y, oui. Ah, attendez. Oui. Je vais vous demander aussi de reculer un peu si vous le souhaitez. Voilà, très bien. Alors, vous étiez en train de dire que donc, oui. Vous êtes dans une campagne particulière.
Une campagne assez particulière parce que l'inquiétude qui nous est posée, c'est de savoir un petit peu le taux de participation pour cette campagne législative, qui était une campagne très importante. Je la qualifierais, et ça a été dit à plusieurs reprises par Jean-Luc Mélenchon, donc j'ai été un des premiers soutiens pour Mélenchon. Je la qualifierais comme un troisième tour de cette élection présidentielle, puisque Mélenchon, au premier tour, a malheureusement échappé de très peu pour arriver au second tour, à peine 400 000 voix. Donc il y a un enjeu, à mon sens, très très important de faire en sorte qu'une assemblée, une assemblée à l'échelle nationale puisse être vraiment forte pour pouvoir porter la candidature de Mélenchon comme Premier ministre et faire en sorte qu'on puisse assister à une alternative politique crédible. Et le projet que porte Jean-Luc Mélenchon, que j'ai soutenu dès le départ, est pour moi un projet vraiment crédible, un projet vraiment tourné à gauche, un projet, je dirais, où la place de l'écologie et la question sociale est pour moi déterminante. Donc voilà, donc une campagne, là, au moment où je vous parle, je viens de quitter une école où j'ai tracté devant une école où j'étais en contact avec les parents. Là, je suis dans les locaux d'une association humanitaire qui fait un travail excellent à Blanc-Ménil, plus précisément au quartier des Tilleuls. Donc voilà, donc moi je souhaite inscrire mon action dans une campagne très, très active, quoi. Alors, Azine Taibi, effectivement, bon, moi je vous connais, j'ai le plaisir de vous recevoir plusieurs fois. Vous êtes sur le terrain. On va revenir, et c'est plus d'actualité puisque maintenant vous êtes lancé, mais il est important aussi pour donner encore envie aux téléspectateurs et téléspectatrices, aux électeurs de se rendre dans les urnes. On va essayer juste de comprendre, vous qui êtes au Parti communiste, pourquoi notamment il y a eu ce désaccord, cette incompréhension et même parfois cette période assez difficile. Mais vous le dites, le communisme, la mise en commun des richesses au profit de toutes et tous pour l'accomplissement d'une société plus juste. Alors, je ne sais pas, on a un bruit de fond, c'est peut-être, je ne pense pas que ça soit peut-être chez Gamal Abina ou Azine Taibi, j'espère que ça va se rétablir. Voilà ce que vous dites, notamment dans le communiqué que vous avez exprimé le 20 mai dernier. Vous dites le communisme, la mise en commun des richesses au profit de toutes et tous pour l'accomplissement d'une société plus juste, solidaire et fraternelle. Vous dites que vous en avez toujours fait votre idéal. Vous parlez de ce puisement d'attachement dans une trajectoire personnelle, notamment celle de cet enfant de parents algériens qui ont fait le choix de la France il y a maintenant une cinquantaine d'années, d'une mère au foyer qui a élevé 6 enfants. Vous êtes un homme de terrain, père ouvrier, vous militez, vous avez été animateur à Stein, vous n'arrivez pas de rien. Vous avez commencé très tôt, vous avez été longtemps premier adjoint. C'est ce qui fait aujourd'hui notamment qu'on continue à vous faire confiance aussi à Stein, puisque vous avez été réélu largement aux dernières municipales. Et je voudrais lire aussi, avant de vous donner la parole, voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Azine Taibi, maire exemplaire dans son combat pour les habitants des quartiers populaires et les questions d'égalité et de dignité. C'est ça votre signature, Azine Taibi. Et dans un deuxième temps, j'ai envie de vous dire, mais quand on voit tous ces soutiens aujourd'hui, ils sont très nombreux. Pourquoi est-ce qu'il y a eu quelque part peut-être cette particularité avec ces deux candidats Parti communiste en Seine-Saint-Denis? D'accord. Alors peut-être pour répondre à la première question, évidemment, je puise mon engagement politique avec l'engagement que j'avais avant d'être élu. Voilà, j'étais un militant sur le terrain, un militant d'éducation populaire. Donc voilà, j'ai ça vraiment au plus profond de moi-même. Donc un militant de terrain, proche des habitants, un militant aussi qui se bat pour la justice et pour le droit et pour l'égalité. Donc forcément, quand j'ai fait le choix de m'engager en politique, pour moi, il m'apparaissait normal de poursuivre cette trajectoire et pas forcément de rentrer, je dirais, dans une trajectoire un peu, je dirais, politicienne d'appareil comme parfois ça existe et c'est le cas encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'en ai fait un petit peu les frais puisque, pour rebondir sur votre deuxième question, j'en ai fait un petit peu les frais puisque j'avais proposé ma candidature suite à un désistement d'une de mes proches qui, normalement, je l'avais sollicité pour qu'elle aille sur l'élection législative. Elle n'a pas souhaité aller jusqu'au bout et d'ailleurs, elle s'était retirée bien avant la campagne on va dire la campagne législative qui est d'ailleurs officielle que depuis lundi, mais c'était depuis quelques semaines. Et donc, j'ai proposé tout simplement et tout naturellement ma candidature et me mettre à disposition de toutes les forces de gauche, écologistes et citoyennes. Or,
malheureusement, certains n'ont pas vu ma candidature d'un bon œil, puisqu'ils m'ont gentiment, je parle en particulier de certains de mes camarades communistes, ils m'ont fait gentiment rappeler, sans me dire. Ah, allez-y, on vous retrouve. Ils m'ont fait gentiment rappeler que. Azdin Taibi, oui. Poursuivez, j'espère que le son est de retour. On a des petits soucis de son. Hélas, non, on n'a plus de son à Azdin Taibi. Peut-être relancer votre connexion. Ça serait bien que je puisse terminer cet échange tout de même avec vous. Allez-y pour voir, peut-être que le son est de retour. Non. Azdin Taibi, est-ce que peut-être vous déconnecter, revenir parmi nous? Gamal Abina avec nous. Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir. Alors, Gamal Abina, vous êtes analyste politique. Oui, très très bien. Vous êtes analyste politique. J'aimerais d'abord, d'un point de vue général, avoir un peu votre sensation. On a évoqué avec vous les présidentielles, aussi les législatives. Déjà, dans un premier temps, on avait évoqué aussi la situation d'une élection présidentielle où il y avait beaucoup de mal à ce que ces partis de gauche, notamment, se retrouvent. Aujourd'hui, il y a eu la NUP qui s'est mis en place. On vient d'entendre et on espère pouvoir l'écouter jusqu'au bout, Azdin Taibi notamment sur ce désaccord de sa candidature avec le Parti communiste. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui vous ressentez une nouvelle dynamique, une nouvelle union avec la NUP, avec cette gauche tout de même qui souhaite tout de même toujours se mettre face à Emmanuel Macron et face au Rassemblement national, entre autres? Oui, tout à fait. Il y a une vraie résurgence d'une gauche qui ressemble étrangement d'ailleurs à 50 ans après à celle de Mitterrand du programme commun de 1972. Une gauche qui récupère quelque part les communistes qui étaient moribonds. On voit qu'Azdin Taibi fait partie des exceptions, effectivement, qui récupère évidemment le PS, qui était aussi moribond à la suite de cette espèce de trust que Macron a fait entre la droite et la gauche, mais surtout qui récupère une gauche qu'on dira extrême avec la personne de Mélenchon, et de son parti La France Insoumise, qui ont fait un travail de ça pendant 5 ans considérable sur le terrain, et dont les conséquences, même s'il est passé à 2 doigts de la finale pour la présidentielle, ont assis une véritable gauche de retour en France qui semblait être morte depuis bien longtemps. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas le fait que Mélenchon va devenir un acteur incontournable, indiscutablement. C'est la deuxième ou la troisième force politique du pays. Puis après les législatives, ce sera la deuxième force, c'est une certitude, puisque le Front National ne peut pas bénéficier d'un grand retour en législative au second tour. Mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement, c'est qu'on a un problème par rapport à la représentativité. Parce que Azdin Taibi va nous expliquer en détail la raison pour laquelle il a été mal perçu en tant que candidat du Parti communiste qui remplace quelqu'un en plus qui s'était finalement désisté, alors que lui a un parcours plus qu'honorable, vu qu'il a été reconduit dans ses fonctions, c'est qu'il est effectivement un bon maire. Et on se rend bien compte que cette gauche semble parachuter tout un tas de candidats qui ne sont pas de couleur, entre guillemets, si j'ose l'expression, locale. On prend l'exemple, par exemple, de Garrido qui se retrouve à Bobigny. On prend l'exemple de tout un tas de candidats que j'ai connus qui ont beaucoup institutionnels, donc européens, pour faire simple. Et c'est vrai que cette question est en train de se poser avec beaucoup d'équité. Des Azdin Taibi qui sont des incontournables aujourd'hui, même lui semble critiquer, on va savoir pourquoi, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une résurgence de la gauche qui a gardé, peut-être, j'espère que ce n'est pas le cas, mais ça semble être le cas, de mauvaises habitudes. C'est-à-dire que quand ils vont dans des élections majeures, importantes pour eux, eh bien, ils mettent des candidats qui sont, de leur point de vue, beaucoup plus en mesure de remporter une élection parce que crédibles, parce que peut-être pas d'origine africaine ou nord-africaine. Donc c'est un problème qui va se poser, qui semble vraiment de plus en plus prégnant. J'ai une amie qui a subi ça et je pense que cette question risque d'être vraiment problématique quand on voit par exemple que moi je suis sur Pantin-Bobigny par exemple, leur candidat s'appelle Trouvé. Trouvé, c'est une européenne. Elle a mis en numéro 2 un Turc, mais c'est un décorateur. En vérité, c'est elle qui est tête de liste. Il y a un vrai problème par rapport à la représentativité. Pourquoi n'ont-ils pas présenté des candidats beaucoup plus ancrés dans les quartiers, beaucoup plus ancrés dans la réalité de ces quartiers, du 93, du 94, mais des gens parachutés? Ça pose problème.
Mhm. C'est vrai qu'il y a une recrudescence d'aujourd'hui d'élus français, bien évidemment, mais qui sont issus de l'immigration. Une minute là-dessus, Gamal Abina, puisque je crois qu'Azine Taibi est de retour. Ça fait peur aujourd'hui, peut-être même aux partis de gauche. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être, c'est une question hein, vraiment totalement voilà, naturelle, sans aucune spéculation, mais c'est pourquoi? C'est pour essayer de retrouver une nouvelle dynamique, essayer un peu de se mettre au niveau un peu de cette France profonde, hors parisienne, hors quartier populaire, de pouvoir aussi à un moment donné parachuter des personnes comme ça et parfois des personnes qui ne sont pas spécialement issues des quartiers et pas spécialement aussi issues de l'immigration. Vous avez qu'à voir juste les têtes de liste et les principaux leaders de la France insoumise, à part Obono qui est un prétexte, hein, parce qu'Obono, femme, évidemment, noire, évidemment, avec ce qui s'est passé avec le Floyd aux États-Unis, elle est incontournable aujourd'hui. Mais sinon, c'est pratiquement l'exception qui confirme la règle. La plupart des leaders de la France insoumise sont européens. Je dis bien européens parce que Garrido, ça forcément, ça résonne sud-américain, ça résonne pas vraiment africain ou nord-africain. Il y a un vrai problème, et en même temps, c'est un enjeu de pouvoir qui est pas anodin parce qu'en France, c'est quand même l'ex-empire colonial qui possédait quasiment la moitié de l'Afrique et de l'Asie, aujourd'hui est incapable, alors que beaucoup de ses descendants qui sont français et citoyens de ce pays, viennent de ces anciennes colonies, la France est incapable d'accepter qu'ils puissent devenir des candidats crédibles et sérieux. La personne de Azzedine Taibi et d'autres, hein, je parle de lui en particulier, mais il y en a d'autres, ont démontré que lorsqu'ils arrivent aux commandes, ils sont de bons candidats, ils sont sérieux, ils sont proches du peuple parce qu'ils ont à cœur les réalités quotidiennes que vivent les gens. Et bien, au lieu de ça, malheureusement, la gauche, qui a de mauvaises habitudes de très longue date, hein, est incapable de faire mieux que Macron, parce que Macron, au moins, lui, il a ouvert de façon massive l'Assemblée nationale à l'immigration. La gauche semble plutôt refermée sur leurs vieilles mauvaises habitudes, à savoir on garde quand même des candidats qu'on considère comme étant sérieux. Et là, ça rappelle étrangement un discours très raciste qui était tenu par Kissinger à l'époque, lorsqu'il disait que le pétrole est une chose trop sérieuse pour la confier aux Arabes. Eh bien, on a l'impression que la gauche française se dit la politique est une chose trop sérieuse pour la confier aux Africains. Gamal Abina, restez avec nous. Alors, Azzedine Taibi est de retour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on vous entend? Oui, très bien, je vous entends, ouais. Alors, je vous donne la parole. On était en train d'évoquer avec vous d'abord ce puisement, puisque vous êtes, je le rappelle, élu de terrain. Hein. Je ne dis pas ça pour vraiment vous redorer le blason. Vous n'en avez pas besoin. Hein. Vous êtes connu à Astin depuis des années. Vous êtes investi, si je ne me trompe pas, et vous le dites clairement, en 86-87, votre première prise conscience politique, ce qui vous rapproche notamment de la famille communiste. Or, aujourd'hui, il y a eu quand même, vous allez en parler beaucoup mieux que moi, il y a eu quand même un rapport très particulier. Je rappelle aussi, vous parliez à l'instant que votre candidature est arrivée après, je le rappelle, le retrait donc, de votre ami, c'est ce que vous dites aussi sur votre communiqué de Zaya Nedjar. Et aujourd'hui, c'est l'investiture de Soumia Bourouaha, qui est aussi communiste. Et c'est vrai que dans la même circonscription, je crois, on a deux communistes. Oui, tout à fait. Alors, c'est un cas d'école. Hein. C'est une situation assez rare, mais qui n'a pas du tout été provoquée de mon fait. Je voudrais quand même le préciser, puisque quand j'ai fait la proposition d'être candidat, il y a eu un processus qui a été mis en place et qui a été décidé d'ailleurs par les 4 villes de la circonscription et également par Madame Buffet, qui consistait à lancer un appel à candidature. Donc voilà, je vais très court. Donc cet appel à candidature a été lancé. Et il fallait que le 27 avril, au soir, le mercredi 27 avril, on puisse voir un peu les candidatures qui se présentaient pour ensuite aller vers une consultation des militants communistes. Chose que j'ai totalement acceptée. Or, il se trouve que le mercredi 27 au soir, seule ma candidature avait été enregistrée. Aucune autre candidature n'était apparue. Et bizarrement, je dirais les sections, enfin quelques responsables des sections de Blanc-Ménil, pour être très clair, hein, de Blanc-Ménil, d'Uni, de la Courneuve, n'ont pas forcément, on va dire, apprécié le fait qu'il y ait ma candidature et ont estimé qu'il fallait, en tous les cas, prendre un peu plus de temps et remettre en cause le processus qui avait été lancé. Et quand j'ai appris cette manœuvre politicienne, et d'ailleurs, le secrétaire de section PC Astin était vraiment en furax, était en colère quand il a appris ça, nous avons décidé de ne pas participer au processus tel qu'il avait été décidé par eux sans aucune concertation et qui avait été totalement remis en cause. Donc moi, on a estimé qu'une seule candidature à la date
de la clôture des candidatures était valable, c'était la mienne. Donc voilà, quand j'ai vu cela, j'avais deux solutions. C'était soit de me taire et je rejoins les propos de votre invité, de subir ce mépris qui est malheureusement encore persistant et qui parfois revient dans les schémas traditionnels des partis de gauche, qui cultivent aussi ce mépris à l'égard des personnes issues de l'immigration. Soit j'avais le choix de me dire, je dis rien, c'est pas grave, on y va et c'est comme ça, je subis comme tant d'autres cette situation, soit je refuse totalement de rentrer dans ce piège et j'ai décidé donc d'aller jusqu'au bout de ma démarche, donc de me présenter. Je ne me présente pas contre Madame Soumia qui est sortie du chapeau, qui est une personne certes honorable, que je connais à peine, qui est une candidate qui a été élue avant à la Courneuve, mais qui fait partie, je dirais, de cette manœuvre et de cette mascarade politicienne que je ne supporte pas. Donc, bien évidemment, le fond du problème étant de tout faire pour m'évincer et faire en sorte que je ne sois pas celui qui pourrait porter cette démarche de l'Union populaire, démarche à laquelle j'ai totalement participé depuis très longtemps. Et quelque part, c'est même moi qui ai contribué à faire en sorte que le lien soit toujours réel entre le PC, entre les communistes et la France insoumise. Donc j'ai décidé de partir avec mes valeurs, avec mes combats, partir avec des collectifs de terrain, avec des associations. Et puis j'ai la quasi-totalité des élus de gauche sur le terrain qui me soutiennent, que ce soit à Blanc-Ménil, que ce soit à Stains, à La Courneuve et à Duny. Alors justement, effectivement, vous êtes très entouré. On va en voir quelques images tout à l'heure. On sait très bien aujourd'hui qu'il y a ces partis de gauche qui, pour certains, notamment le Parti socialiste, mais aussi le Parti communiste, qui faisaient des scores assez importants dans le cadre de présidentielles qui ont accompagné cette 5e République. On sait aussi la difficulté à certaines villes communistes aujourd'hui à rester en place. Le département du Val-de-Marne, aux dernières élections, Christian Favier est sorti puisqu'il n'a pas été réélu. Quand on voit vous, communiste de tout temps, avec la force que vous avez dans votre ville puisque vous avez été réélu, mais comment vous expliquez, à vous écouter, on pourrait peut-être même appeler ça un coup de poignard, pourquoi on ne vous reconduit pas, pourquoi on ne vous met pas en haut du podium, puisque vous êtes communiste, vous avez une ville communiste aujourd'hui, vous êtes soutenu. Que dit Fabien Roussel là-dessus ? Il ne dit pas grand-chose. Ce que fait Fabien Roussel, je vais être très clair, est un petit peu à l'image de ce qu'il a fait durant toute cette campagne présidentielle. Mais ce que vous dites tout à l'heure sur le fait que on ne me met pas au podium, j'aime pas trop le terme, mais simplement parce que le Parti communiste, d'ailleurs, et comme pas mal de formations de gauche, ont besoin d'avoir des personnes assez malléables, des personnes qu'on peut contrôler. Bon, il se trouve que moi, c'est très compliqué de me contrôler quand j'ai des convictions et des combats, et vous le savez, parce que vous avez déjà eu l'occasion de m'interviewer dans votre chaîne sur des combats que j'ai pu mener, que ce soit sur la Palestine, que ce soit sur les violences policières, que ce soit sur les inégalités sociales et territoriales que nous vivons dans les quartiers populaires. Bon, voilà, moi j'ai une certaine liberté de conviction et de combat, et j'estime que quand il y a une injustice, je vais jusqu'au bout, et je ne suis pas freiné ou bloqué parce que derrière, il faut répondre à des accords d'appareil. Donc voilà, c'est ce que je refuse de faire, c'est ce que j'ai toujours refusé de faire. Et bien évidemment, ça ne plaît pas aux appareils, puisque souvent les appareils se trouvent à un moment donné un accord pour, je dirais, mettre en avant d'abord leur intérêt personnel que l'intérêt des gens, c'est-à-dire l'intérêt des populations. Donc voilà, donc je paye un petit peu tout ça, mais j'en ai vraiment conscience de ces difficultés. Mais au contraire, ça me donne encore plus de force, encore plus de détermination pour aller plus loin. Et ça me donne aussi, quelque part, ça me conforte dans l'idée que le combat que je mène, il gêne quelque part un certain nombre de logiques d'appareil, parce que vraiment, parce que je parle des difficultés, des problèmes vécus par les gens, mais je parle aussi d'espoir et d'espérer de construire une alternative politique à cette situation d'injustice et d'inégalité que nous vivons et que beaucoup de nos concitoyens subissent chaque jour un peu plus dans notre pays. Donc voilà, donc ça gêne quelque part, mais au contraire, ça me conforte, moi comme d'autres. Au moment où je vous parle, je suis dans une association caritative dans
dans le cœur d'un quartier populaire. Donc, je suis venu rendre visite à des amis qui tiennent cette association. Ça me conforte dans l'idée que, justement, le combat de la justice, le combat de la dignité, de l'égalité, c'est un combat avec des valeurs, mais c'est un combat qui ne doit pas être simplement confisqué dans des logiques d'appareil. Voilà, c'est clair, c'est très simple, et c'est cela qui est pour moi essentiel. Vous avez pris position sur les présidentielles, puisque, on le rappelle, c'est vraiment, encore une fois, pour essayer, vous le disiez tout à l'heure, pas de polémique, mais c'est vraiment aussi d'apporter, d'essayer d'éclairer les électeurs et électrices, puisque vous êtes maire communiste, on vous regarde, et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on vote à Zdintebi, on vote communiste, et on se dit, mais aujourd'hui, où j'en suis, Fabien Roussel s'est présenté au présidentiel. Vous avez clairement soutenu, et ça a été votre stratégie de dire j'appelle à voter Jean-Luc Mélenchon, et vous le disiez, il est passé à 470 000 voix, il n'est pas passé loin du deuxième tour. On vous en a voulu pour ce choix ou pas? Oui, on m'en a voulu, bien sûr, et la preuve en est, la situation que nous vivons actuellement, elle est liée à cela. On m'en a voulu, et d'ailleurs je regrette que certains soient tombés un petit peu dans cette rancœur et dans ce duel, parce que on peut ne pas forcément, moi j'ai fait le choix de ne pas forcément suivre la ligne officielle de mon parti, et d'ailleurs quand j'ai apporté mon soutien à Jean-Luc Mélenchon, c'était bien avant la nomination de Roussel, quand il était question qu'il parte au présidentiel, donc c'était bien antérieur. Alors, je ne vous cache pas que je n'ai pas regretté un seul instant quand j'ai vu la manière dont Roussel menait la campagne au nom des communistes. Et très franchement, sur beaucoup de sujets, je le dis très très clairement, je ne m'y retrouvais pas du tout. Donc voilà, je n'ai pas regretté un seul instant que d'apporter mon soutien à Jean-Luc Mélenchon. Mais derrière le soutien à Mélenchon, ce n'est pas un soutien à Mélenchon à la personne, mais c'est plus un soutien à un projet à laquelle j'ai modestement aussi contribué. Je ne suis pas le seul. Justement, le programme de l'avenir en commun. Vous anticipez, c'était la prochaine question. Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous parle dans ce programme, dans ce personnage, dans cette continuité aussi des présidentielles? On sait que vous luttez pour les discriminations, vous luttez aussi pour l'équité entre les départements et les régions, à ce que vous ayez les mêmes subventions, voire des subventions supplémentaires, puisqu'on sait très bien qu'une ville ou un département comme la Seine-Saint-Denis n'est peut-être pas le même département en besoin qu'il peut y avoir dans le pays. Vous vous retrouvez dans toutes ces valeurs que vous avez, vous, notamment chez Jean-Luc Mélenchon? Alors, d'une manière générale, je suis sûr que si on regarde de plus près le projet qui avait été présenté par Jean-Luc Mélenchon, l'avenir en commun, ou le projet des jours heureux présenté par Roussel, vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes, beaucoup de choses qui se distinguent de la même manière et qui sont les mêmes combats. À la différence et pour moi je trouve que c'est une différence quand même capitale, c'est que Mélenchon, depuis maintenant plusieurs années, souhaite, en tous les cas, engager notre pays vers une nouvelle république. Et pour moi, ça me tient particulièrement à cœur que de changer de république, d'aller vers une 6e république, et je dirais de tourner un petit peu le dos à la 5e république, qui pour moi est très archaïque, très obsolète, et qui fait plutôt la part belle, je dirais, à l'aspect très présidentiel des choses. Pour moi, ça c'est important. Et donc, il a au moins le courage d'aller jusqu'au bout de sa démarche. Et derrière son programme, il y a toute la question, je dirais, de la place des services publics. Il y a toute la question aussi du lien entre la transformation sociale et écologique. Et ça, moi, ça me parle, parce que justement, dans les quartiers populaires, au regard de ce qu'on a vécu avec la crise sanitaire, les enjeux, je dirais, écologiques et environnementaux sont pour moi essentiels et doivent en tous les cas bénéficier d'abord aux habitants des quartiers populaires. Ce n'est pas une affaire, entre guillemets, de bobo, etc., que de manger du bio ou que de pédaler sur un vélo électrique. C'est aussi l'affaire des habitants qui vivent dans les quartiers populaires, parce que c'est les premières victimes du dérèglement climatique, c'est les premières victimes des nuisances sonores, et j'en connais un rayon parce que dans ma ville, on est traversé par des nuisances aériennes et sonores, etc. Donc c'est forcément les classes populaires qui sont dans les quartiers populaires qui sont victimes justement des inégalités en matière de santé publique et environnementale. Et donc le projet de Jean-Luc Mélenchon, il a cette particularité, c'est de rendre cohérent à la fois la dimension sociale, écologique et puis, je dirais, humaine. Et pour moi, c'est important. Mais je pourrais parler aussi du fait qu'il a été très clair en disant suppression de Parcoursup, qui est vraiment un scandale pour les étudiants et qui malheureusement a mis un tas d'étudiants à la rue, et des étudiants
ont cessé leurs études, et j'ai pu le voir, j'ai pu le constater sur Stam. Le SMIC à 1 500 euros, ça aussi c'est une proposition qui a été reprise par d'autres candidats de gauche, et tant mieux. Mais voilà, il y a un tas de propositions concrètes très fortes, et surtout des propositions qui ont été travaillées à la base, qui ont été travaillées avec des collectifs, avec des habitants, etc. Je me souviens, moi, avant l'élaboration du programme de l'Avenir en commun, les ateliers que nous avons mis en place sur tel ou tel sujet, sur l'éducation, sur la sécurité, sur l'écologie, sur les services publics, voilà, des choses très intéressantes. Et quelque part, ça me parle avec, je le redis pour peut-être clore, avec une démarche d'aller vers une nouvelle république, vers une république beaucoup plus démocratique, beaucoup plus juste, beaucoup plus fraternelle, et où je dirais les pouvoirs ne partent pas d'en haut, mais les pouvoirs sont vraiment donnés en bas avec les citoyens. Avec et au peuple. Deux dernières questions. Hazine Taibi et le Parti communiste, c'est terminé? Non, je ne dis pas que c'est terminé. En tous les cas, avec les communistes, ce n'est pas du tout terminé parce que je suis profondément communiste. Et être communiste, ce n'est pas simplement avoir une carte au PC. Moi, j'ai ma carte au PC depuis maintenant près de 35 ans. Voilà. Bon, si demain, j'étais amené à quitter le Parti communiste, ce serait quitter la structure du Parti communiste. Je dis bien si j'étais amené à le faire. Je n'ai pas pris de décision au moment où vous me parlez. Mais si demain, je faisais ce choix-là, ça ne retire en rien le fait que je continuerai à me battre avec mes convictions de communiste. Et je rappelle simplement qu'il y a plus de communistes à l'extérieur du PC, donc peut-être qu'il faudra peut-être se poser la question et se pencher sérieusement sur la manière dont les partis traditionnels sont, on va dire, perçus maintenant, y compris auprès des nouvelles générations. Donc voilà, il y a des remises en cause qui doivent nécessairement se faire au travers des appareils. C'est pas forcément le chemin qui est pris. Donc voilà, mes engagements, mes convictions ne changeront pas du tout. Au contraire, elles seront peut-être encore plus confortées. Et si je comprends bien, il y a peut-être une réflexion effectivement entre les bases militantes, les nouvelles générations et avec aussi les hautes instances et les instances qui dirigent ce parti. Et je rappelle que vous avez énormément de soutien de communistes, d'élus, de communistes aussi qui vous suivent. Vous lirez aussi, on en parlait la semaine dernière, vous avez été aussi touché par cette jeune journaliste, cette journaliste en tout cas, qui a été tuée dans le cadre de son travail, notamment dans la zone de Jérusalem. On peut encore la citer, bien sûr. C'est Shirin Abu Akleh. Je sais que vous êtes très… À Jenin, elle a été malheureusement… À Jenin, exactement, et qui est une zone très importante Bien sûr. De conflit. Vous avez été aussi touché par, je pense, par cette disparition. Et encore une fois, je le disais tout à l'heure, tout récemment, ouais. Aussi aux journalistes de BFM TV Exactement. qui a perdu la vie, Frédéric Leclerc-Imhoff. Oui, tout à fait. C'est bon, c'est des situations très dramatiques de voir des journalistes sur le terrain et confrontés au conflit et puis perdre la vie. C'est le cas de Shirin qui est décédé maintenant il y a quelques jours dans le nord de la Cisjordanie, dans une zone assez compliquée, et puis du journaliste français tout récemment, je ne sais pas les circonstances, mais en tous les cas, il était en exercice. C'est toujours difficile parce que ce sont des journalistes qui relatent les faits, qui relatent un petit peu, je dirais, la situation donnée dans un conflit, et je trouve que c'est quelque part une atteinte à la démocratie et puis à la liberté d'expression. Donc voilà, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que quand j'apprends le décès de journalistes, c'est très, très difficile. Donc voilà, en tous les cas, j'apporte également, comme je l'ai fait pour la journaliste américano-palestinien, parce que vous connaissez aussi mon combat pour le peuple palestinien, en tous les cas pour sa liberté et sa libération. Mais j'apporte aussi mon soutien au jeune journaliste français qui malheureusement est décédé hier ou avant-hier en Ukraine. Donc c'est terrible. Et puis moi, je ne fais pas de je dirais, de hiérarchie en fonction des origines ou des zones de conflit. Voilà, un journaliste qui malheureusement disparaît en Ukraine ou en Palestine ou au Yémen, etc. C'est un drame pour la démocratie, un drame pour nos libertés des droits humains. Et c'est une question de justice et dignité. La bataille, je la mène à Stain, comme je peux la mener aussi en faveur du peuple palestinien ou en faveur de tous les peuples opprimés un peu partout dans le monde. Pour moi, il n'y a pas de frontière. La dignité, elle ne s'arrête pas aux frontières de ma commune ou de mon département. La dignité, elle est universelle. Et quand on assiste à des injustices, à des inégalités, il faut se lever et rester debout pour refuser ça, quoi.
Azin Taibi, merci d'avoir été avec Merci nous. à vous. Donc, merci infiniment, maire. Merci beaucoup. Merci à vous, en tous les cas. Je vous en prie. Bonne soirée. Merci. Avec plaisir. Maire de Stein, communiste, et vous êtes candidat aux législatives 2022, la France insoumise, aux côtés de Karima Katim, conseillère municipale de Blanc-Mesnil, qui est candidate aussi aux législatives. Merci infiniment, Azdine Taibi. Gamal Abina, rebonsoir, merci d'être parmi nous. D'abord, je rappelle, analyste politique, vous répondez énormément aux questions, notamment questions internationales en termes, entre autres, de géopolitique, d'économie, d'écologie. Peut-être d'abord une réaction sur ce que vous venez d'entendre sur ces législatives et ce micmac quelque part. Pour résumer un peu quelque part, on peut comprendre que Azdin Taibi a peut-être subi un coup de poignard, question qui se pose. En tout cas, il a été quelque part évincé. De toute façon, quand on connaît les positions d'un Fabien Roussel, qui est un laïcard pur et dur, il le revendique. Hein. Très souvent, malheureusement, les courants laïcards tutoient un petit peu des positions d'extrême droite dont ils ne sont pas fiers. Mais j'ai envie de dire que Azdin Taibi a dû certainement lire la note sur la suppression générale des partis de Simone Veil, la philosophe, qui expliquait en substance, quand on lit le livre, il est très intéressant d'ailleurs, qui expliquait que les partis politiques sont des machines de guerre contre lesquelles vous ne pouvez pas négocier. Vous ne pouvez pas remettre en question le dogme et vous ne pouvez pas vous écarter de la ligne générale politique imposée par la direction. Et il se trouve que lui, qui est un homme libre, a décidé, alors qu'il est toujours adhérent communiste hein, et qui défend ses idéaux, il n'y a pas de problème là-dessus, il a décidé de ne pas rentrer dans cette ligne imposée par la tête. Il a décidé de prendre une certaine liberté politique en se ralliant effectivement à la France insoumise, considérant que la rupture des gauches pouvait être préjudiciable à l'élection présidentielle. Donc de ce point de vue-là, il a fait un travail assez intelligent de sa part, et c'est vrai qu'il en paye les conséquences, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte quand il est le seul à se présenter que ça pose problème au niveau de sa direction parce qu'ils se rendent compte que personne ne s'est mis en face, sachant la qualité des personnages, ben, ils finissent par leur faire un coup tordu par derrière. C'est bien ce qui s'est passé. C'est quelque chose qu'il n'a pas apprécié. Et malheureusement, c'est une méthode assez fourbe qui consiste à diviser des candidatures d'un même camp pour faire en sorte que le candidat en question qui avait plus de chances de passer soit mis en difficulté. Donc c'est vrai que là, ce coup tordu qu'il a subi est un coup qui est lié à des tractations politiques dans le dos qui vont bien au-dessus de lui, effectivement, et il a la conscience comme beaucoup. Malheureusement, dans la politique française, on a beaucoup de mal avec des gens issus d'immigration post-coloniale africaine. Vous dites on a beaucoup de mal avec ces candidats de l'immigration, notamment post-coloniale africaine, mais c'est justement l'inverse qui fait partie de ces valeurs, notamment de la gauche et puis du communisme. En tout cas, c'est ce qu'on peut comprendre. C'est ce qu'on peut comprendre en écoutant maintenant ces partis depuis plusieurs années. Et puis aussi une deuxième remarque, je le disais tout à l'heure, il y a énormément de difficultés aujourd'hui à certaines villes de garder leur bastion, et notamment des partis comme les communistes, on le sait en Île-de-France. Question, comment vous analysez le fait que quelqu'un comme Azdin Taibi, qui a été réélu largement en tant que communiste, aujourd'hui est amené, enfin ce n'est pas la décision qu'il a prise, loin de là, mais il serait peut-être amené à un moment donné à se dire, mais officiellement, je ne m'encarte plus chez les communistes, donc c'est encore une fois une ville qui pourrait sortir du parti. Parce que le Parti communiste, il y a un discours très célèbre qui est resté malheureusement célèbre dans les annales du parti, d'un homme que j'aimais beaucoup d'ailleurs, qui nous a quittés, Georges Marchais. Il a fait un discours à Montigny-Cormeilles dans lequel il expliquait, et c'est là où il y a eu une sorte de hiatus, de clivage, alors que le Parti communiste traditionnellement n'est pas raciste, nous le savons déjà. Il a commencé à dire qu'il y a des immigrés de l'extérieur, des travailleurs extérieurs moins chers, qui étaient préjudiciables aux travailleurs français, qu'ils soient immigrés d'ailleurs ou pas, hein, que ça ne comptait pas pour lui. Mais il a fait un distinguo entre le nouveau travailleur immigré qui arrivait, qui faisait pression à la baisse sur les salaires, c'est ce qui est développé par l'extrême droite aujourd'hui comme théorie, ça reste des théories évidemment, et l'immigré ou le français qui travaillait de longue date. Donc il a commencé à créer cette espèce de hiatus qui fait que malheureusement certains communistes se reconnaissent dans ce discours et on finit par avoir des dérives un petit peu racialisantes. Alors évidemment, depuis la chute du mur de Berlin et des espoirs à l'Est, eh bien, ces thèses ont commencé à se développer. On parle beaucoup des extrêmes qui se rapprochent ou se ressemblent, de l'extrême gauche qui va vers l'extrême droite. C'est arrivé très traditionnellement, on a vu ça souvent dans les chevilles ouvrières. Mais c'est vrai que pourquoi les communistes se tirent une balle dans le pied? C'est la question que vous me posez. Pourquoi prennent-ils le risque de prendre, alors que le maire a réussi à être élu haut la main, qu'il est populaire, qu'il a une belle assise, qu'il montre que le communisme n'est pas forcément mort, puisqu'il essaie d'appliquer des méthodes sociales qui fonctionnent quand même dans sa ville, à Stein. Pourquoi est-ce que la direction politique de ce parti
dogmatiques pour le coup, je parle de la direction politique, pas les communistes, finit par lui faire des histoires alors qu'il devrait au contraire surfer sur la réussite de cet homme, puisque les banlieues rouges ont toutes été quasiment liquidées ou balayées au mieux par la gauche, sinon par la droite. Pourquoi font-ils cela? Parce que malheureusement, les mauvaises habitudes ont la vie dure et que certains dogmatiques, je parle bien de dogmes qui n'ont plus rien à voir avec le communisme, un dogmatique qui est quasiment ethnique, considèrent qu'ils ont un précaré, qu'ils ont une légitimité supérieure parce que ce sont les pères bien pensants et que les autres sont des colleurs d'affiches, des petits candidats et des réservoirs de voix, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils nous parlent comme si nous étions de simples votants qui n'avions pas les capacités de pouvoir devenir des acteurs de la vie politique. Donc c'est ce qui fait qu'effectivement les communistes ont tendance à avoir des postures qui les desservent largement en mettant en difficulté leurs meilleurs représentants finalement. Dernière question sur les législatives. Je voudrais qu'on évoque avec vous la guerre en Ukraine, la situation et puis cet embargo de l'Union européenne sur les importations de pétrole russe. On en parle dans un instant. Mais pour clôturer un peu cette première partie sur les législatives, ce troisième tour, ce Premier ministre Mélenchon, pour vous, à l'heure actuelle, vous sentez une bonne nouvelle pour Jean-Luc Mélenchon et son parti? Alors, probablement, j'ai envie de dire que Mélenchon a réussi un tour extraordinaire d'alliance, pour le coup. Il a réussi, alors qu'ils étaient très ennemis, finalement, très en bisbille. Je parle des communistes, je parle du PS, je parle des Verts qui se tiraient à boulet rouge entre eux et contre Mélenchon. Il a réussi à rassembler derrière lui, sous cette fameuse NUPS, donc j'appelle ça NUPS comme une sorte de réalisation nuptiale, pour le coup. Il a réussi à ramener à lui toutes ces tendances de gauche. Comme je le disais, c'est quasiment du programme commun à la Mitterrand de 72. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut lui donner. Il faut savoir que les partis qui sont en difficulté au niveau national sont quand même très bien implantés au niveau local et que la députation, même si c'est une élection nationale, reste quand même très ancrée dans le local. Et donc, il a réussi à obtenir cette alliance assez inattendue, ce qui lui donne, d'ailleurs, quelques sondages commencent à lui donner un crédit, qui lui donne la possibilité de peut-être mettre en difficulté, bon, la droite, c'est fini, mais surtout Macron. C'est-à-dire que la concurrence se fera entre lui et Macron, sachant que l'extrême droite, qui ne bénéficie pas de la proportionnelle, évidemment, n'a aucune chance de passer au second tour. Donc, il est vrai qu'il est probable qu'il soit peut-être la principale force d'opposition, c'est une certitude, mais peut-être Premier ministre s'il obtient la majorité. Alors, je ne vais pas lire dans le mar de café, évidemment, on ne peut pas savoir ce qui va se passer, mais une chose est certaine avec Mélenchon, là on peut parler du passé, d'une certaine réalité sur le retour du passé, c'est qu'à chaque fois qu'on créditait de 13%, il arrivait à 18%, et là on l'a crédité de 17%, il arrivait à quasiment 21%. Donc ça veut dire que Mélenchon, dans les pronostics, est plus fort en réalité que dans les sondages, ce qui fait que peut-être il va créer la surprise que lui attend évidemment, parce qu'il est en fin de carrière, il a 70 ans, il lui reste plus que cette possibilité d'être Premier ministre, et s'il devient Premier ministre, l'aile droite de Macron va se calmer un bon coup, puisqu'elle n'aura plus le pouvoir, mais surtout l'extrême droite va prendre une claque comme jamais elle en a pris, et ça permettra de rééquilibrer les rapports de force et d'assainir un petit peu la vie politique. Je ne suis pas de gauche, mais je considère qu'il faut quand même un petit peu de gauche pour calmer un peu le jeu. Gamal Abina, merci pour cette première partie. Je voudrais aujourd'hui avoir votre avis. Alors, vous le savez, le président ukrainien Volodymyr Zelensky lance des coups d'alarme, lance depuis maintenant le 24 février un début de cette guerre, en tout cas de l'attaque de Vladimir Poutine, de la Russie contre l'Ukraine, a lancé plusieurs appels. La nuit dernière, peut-on dire que le président ukrainien a été finalement entendu dans ses requêtes, puisque les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne ont trouvé un accord dans la nuit de lundi à mardi, je vous le disais. Donc, un accord qui devrait permettre de réduire de quelque 90% leurs importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année. Un embargo partiel, je vous le disais tout à l'heure, de l'Union européenne sur ces importations de pétrole russe qui va peut-être contraindre les Européens à se tourner vers d'autres sources d'approvisionnement comme l'Afrique, l'Asie, entre autres, au risque d'augmenter les prix. Je rappelle que la Russie est le plus gros exportateur au monde de pétrole et produit quelques 11 millions de barils par jour de brut, dont un peu plus de 5 millions sont exportés. Votre réaction sur cette décision, notamment des 27 pays de l'Union européenne, c'est une bonne décision pour l'Ukraine? Ça pourrait peut-être permettre à Vladimir Poutine de s'apaiser, de prendre d'autres trajectoires, d'autres décisions face à l'Ukraine, même si aujourd'hui, malheureusement, le bilan est fait et est très conséquent.
Alors déjà, je vais quand même mettre en préambule une chose très claire, je ne suis pas pro-Poutine. Donc les propos que je vais tenir sont les propos qui se basent sur des faits et une analyse objective et non pas subjective qui serait favorable au Kremlin, pas du tout. Poutine a conduit plusieurs guerres depuis quasiment 15 ans maintenant. Bizarrement, ça n'a jamais posé problème, que ce soit ce qui s'est passé en Géorgie, en Arménie, ce qui s'est passé évidemment aux frontières de la zone russe d'influence. Mais là, cette guerre-là est très surprenante dans la mesure où on a l'impression que les gens la découvrent alors qu'elle a été depuis très longtemps annoncée. Alors, ce qui se passe, c'est que quand l'Union européenne annonce qu'elle va faire baisser, enfin, qu'elle va limiter son importation à 90%, alors qu'on se rapproche de l'été, que les besoins énergétiques sont moins importants l'été, eh bien, ça s'appelle une vaste farce. Pourquoi c'est une farce? Parce que lorsque vous sanctionnez un pays, quand vous en avez les moyens, ce qui n'est pas le cas de l'Union européenne aujourd'hui, eh bien, on ne se fait pas des négociations pour savoir le pourcentage de produits qu'on refusera d'importer. On sanctionne du jour au lendemain. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La mauvaise conscience européenne veut donner le sentiment qu'elle agit pour faire pression sur Poutine qui arrêterait la guerre, ce qui est une farce aussi. Poutine n'a pas besoin de l'Europe pour vendre son pétrole et son gaz, puisqu'il est déjà acheté à tour de bras par les Chinois qui en avaient besoin, par les Indiens qui n'ont pas rallié le bloc occidental, et par tout un tas de pays en Asie et dans les pays émergents, comme on dit, qui ne rallient pas. À telle enseigne que même en Europe, on a un Viktor Orban qui refuse d'appliquer ces directives européennes. Donc c'est dire que cette farce qui prétend limiter à 90% sur des semaines et des mois, on ne parle pas d'un embargo du jour au lendemain, ne tient pas la route. Ce qu'espère l'Union européenne, c'est de faire croire à Volodymyr, donc c'est la version ukrainienne de Vladimir Zelensky, de faire croire qu'ils vont faire une action qui soit une forte action pour contraindre Poutine à arrêter la guerre. Les buts de guerre de Poutine sont très clairs. Il veut occuper la Crimée de façon permanente et l'annexer, le Donbass et une partie du sud de l'Ukraine, Odessa et toute la zone côtière en substance. Il veut occuper cette zone-là pour sécuriser non seulement son exportation, ses navires de guerre, puisque la Crimée c'est historiquement russe, mais surtout pour garantir que l'Ukraine soit démilitarisée, ce qui est quasiment le fait, puisqu'il a détruit tout le complexe militaire industriel ukrainien. Et derrière ça, il dit qu'il voulait aussi dénazifier. Bon, la question des nazis est réglée, puisqu'il en a fini avec la fameuse brigade Azov qui a été littéralement, totalement d'ailleurs, fait prisonnière. Donc, ce qui se passe, c'est que les Européens disent ça pour donner le sentiment qu'ils agissent. Mais en vérité, c'est une action qui est vraiment de pure forme. S'ils voulaient vraiment agir, ils n'auraient pas annoncé, par exemple, un embargo sur le gaz qui démarrait au mois d'août. Il faut être un peu sérieux. Et l'espoir des Européens, c'est que la guerre s'arrête avant, une fois que Poutine aura atteint tous ses buts. Il est pratiquement au bout de cette guerre, d'ailleurs, demeurant. Que les guerres s'arrêtent avant et qu'à ce moment-là, il négocie avec les Russes pour revenir sur le marché. 30% du marché mondial dans toutes les matières possibles et imaginables, que ce soit le blé, le gaz, le pétrole, le manganèse, l'uranium, ce que vous voulez, 30% du marché mondial de la plus grande superficie au monde, la Russie, qui est le plus grand État de la planète, une fédération, vient de Russie. Comment voulez-vous éviter 30%, un tiers des approvisionnements sans vous retrouver dans une situation de crise chronique et d'augmentation vertigineuse des prix? On a un baril de pétrole qui est dépassé hier les $120. Comment peut-on espérer cela? Je n'y crois pas une seconde. Je pense que c'est une négociation en sous-jacent, conséquence de la discussion entre Macron, les Allemands et Poutine, tout simplement. Alors, vous le dites, hein, et on peut entendre vos analyses, hein, que ces 27 de l'Union européenne vont faire croire sur ces prochaines semaines, premiers mois, et même peut-être sur 2 voire 3 années cet embargo. Mais cette Union européenne, à part la force militaire, et ce n'est pas du tout son objectif, on voit bien que Vladimir Poutine est isolé aujourd'hui quand il souhaite faire face à un pays. Il envoie tout de suite les militaires, la répression. D'ailleurs, il a dit clairement que personne ne se mette sur mon chemin. En 2022, on a un pays qui attaque un autre pays par la force, puisqu'aujourd'hui, les dégâts matériels sont conséquents. Les dégâts humains, j'en parle même pas. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Union européenne a réellement la possibilité, par exemple, de faire face à un Vladimir Poutine qui, je le rappelle, hein, si je ne me trompe pas, mais vous me corrigez, n'a jamais accepté, hein, lors de l'éclatement de l'URSS déjà en 91. Hein, ça a peut-être toujours été un objectif ou un rêve de retrouver l'ex-URSS. La grande Russie, les tsars, a toujours existé. On a humilié, méprisé, négligé. On a considéré que les Russes qui chutaient, donc l'Union soviétique en l'occurrence, donc une idéologie marxiste qui est une idéologie qui est arrivée sur un empire quand même. Une fois qu'elle s'est effondrée, la Russie n'existait plus. Ça a été une erreur considérable. Ça a duré 8 ans avec l'ancien président russe qui n'était pas un homme très sérieux au demeurant.
Aujourd'hui, enfin, parce qu'Eltsine, en substance, était l'homme de l'Amérique. Et par la suite, ils ont eu un Poutine qui arrive au commande en 99, qui est d'ailleurs arrivé sur demande d'un homme qui était sous contrôle. Hein. Rappelez quand même que Eltsine, quand il voit Poutine arriver, il pense que c'est quelqu'un qui va bien gérer le pays, qui ne posera pas de problème. Très rapidement, il se rend compte de son erreur. Poutine est un nationaliste. C'est un nationaliste chevronné qui a une certaine nostalgie de ce qu'est l'Empire soviétique. Hein. Il a 70 ans aujourd'hui. Donc, Poutine, il a quand même vécu quasiment 40 ans sous le soviétisme en tant que membre du KGB. Et surtout, Poutine est un homme qui a vécu en Allemagne de l'Est. Donc, c'est un homme qui connaît l'Occident et qui connaît tout ce passif difficile entre l'Occident et la Russie, qui a toujours été en guerre d'ailleurs. C'est pas la première fois. Il n'y a pas eu que la Seconde Guerre mondiale. La Russie a toujours été en guerre contre la Turquie, contre la Slovénie, excusez-moi, contre la Suède, la Finlande, contre l'Allemagne évidemment, la Prusse orientale. Ça n'a pas arrêté. Donc les Russes ont toujours été en guerre, ont toujours été dans une posture de pays qui se sentaient assiégés en étant une immense puissance considérable sur le plan de la superficie. C'est une fédération d'États, ce qui explique d'ailleurs la guerre en Tchétchénie, la massacre des Tchétchènes, parce qu'ils ne voulaient pas que l'État russe, que la fédération russe s'émiette si la Tchétchénie partait après c'était l'Ingouchi. Donc il a utilisé des méthodes extrêmement violentes pour garantir l'intégrité de la fédération russe. Et aujourd'hui, c'est la Grande Russie qui est de retour et qui se dit nous n'accepterons pas que les peuples de langue slave deviennent des ennemis qui passent à l'étranger. En gros, c'est ça. Et donc, c'est vrai que quand on voit l'Union européenne gesticuler avec des sanctions en demi-teinte qui veulent rien dire, avec des transferts d'armes quasiment marginales, puisqu'ils n'arrivent pas à ces armes à destination, mais surtout avec un discours plus ou moins véhément, alors qu'en substance, la seule chose dont rêve l'Union européenne, c'est une accalmie des combats et puis que Poutine, finalement, atteigne ses objectifs, parce qu'ils ne pourront jamais l'arrêter. Personne ne peut arrêter Poutine. C'est un homme qui a les moyens de ses ambitions. Eh bien, l'Union européenne fait semblant d'agir. C'est un nain politique, on le savait déjà. C'est un nain militaire, ils le démontrent, puisqu'ils sont incapables d'agir de façon militairement face à une Russie surpuissante. Et surtout, l'Union européenne est très influencée par les États-Unis qui poussent parce qu'ils ont besoin de vendre des armes. Tout ça, c'est un rapport assez malsain de businessmen américains qui veulent vendre des armes à l'Europe. 100 milliards pour l'Allemagne, quand même, c'est pas rien. Et de l'autre côté, qui vendent des armes à l'Ukraine, dont ils prétendent qu'ils l'aident, alors que finalement, c'est une vente d'armes qu'ils font directement. Ils vont endetter l'Ukraine pour ça. Mais tout ça, c'est juste un jeu un petit peu de dupe qui fait croire qu'ils veulent résister à une Russie qui est sortie de ses frontières, qui est sorti de ses gonds, dont Poutine est revanchard. Rappelons-nous tout de même qu'en 2007, il était prêt à rentrer à l'OTAN. C'est pas rien quand même. Il était prêt à rentrer à l'Union européenne. C'est-à-dire que vraiment, on l'a radicalisé un homme qui était au départ à l'écoute de ses interlocuteurs européens. Rappelons-nous que Poutine faisait partie du G7. C'est pas rien quand même. Poutine était vraiment considéré comme un allié un temps. Et puis aujourd'hui, on a radicalisé l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts financiers derrière qui sont très évidents, des intérêts occultes en substance, parce qu'on ne se rend pas compte du marché des armes, mais ça joue pour beaucoup, malheureusement. Gamal Abina, merci d'avoir été avec nous. Analyste politique, spécialiste des questions internationales. Merci de nous avoir donné vos éclaircissements et d'avoir éclairé aussi les téléspectateurs, les téléspectatrices. C'était avec nous Azdine Taibi, maire d'Austin, Parti communiste, qui est aujourd'hui candidat législatif. Donc, ça sera le 12 et le 19 juin prochain. Les législatives, c'est l'Assemblée nationale en France, où on a près de 400, en tout cas sur ce dernier mandat, 477 députés. 577. 500. Combien? 577. 577. Autant la dernière fois, vous aviez raison, j'avais fait une erreur sur le statut d'avocat du militant palestinien, mais là, effectivement, c'est 577. Merci, Gamal Abina. Je voulais savoir si vous suiviez 577 députés qui représentent tous les partis politiques et qui vont légiférer, c'est-à-dire qui vont faire et qui vont voter les lois, mais on aura le temps d'en reparler. Et puis aussi à ses côtés, c'est Karima Katim, qui est conseillère municipale de Blanc-Ménil, qui est aussi candidate législative 2022, la France Insoumise, aux côtés d'Azdine Taibi. On a une pensée, donc je vous le disais tout à l'heure, pour ce jeune journaliste de 32 ans, qui est un confrère de BFM TV, qui a trouvé la mort hier dans le cadre de ses fonctions journaliste JRI, journaliste reporter d'images. Ce sont ces journalistes qui vont sur le terrain, qui font des images, qui écrivent des commentaires, qui vont chercher des images extrêmes, uniques, qui vont à la rencontre de personnel, de personnes, d'invités, de personnalités sur le terrain et qui permettent donc au monde entier de refléter, de nous donner la réalité sur le terrain. Il était jeune, 32 ans. Il a perdu la vie donc hier
dans le cadre de ses fonctions. Et puis aussi une nouvelle pensée à la journaliste Shirin Abu Akleh, qui a été donc tuée, notamment dans le cadre aussi de ses fonctions à Jenin il y a maintenant 2 semaines. Et vous allez avoir à l'image, à l'écran, donc cette réalisatrice, cette jeune réalisatrice arabe-israélienne, une réalisatrice palestinienne d'Israël. Sa photo va s'afficher à l'écran et qui a dédié son film méditerranéen Fever, donc qui était présenté au Festival de Cannes. Elle a dédié son film à Shirin Abu Akleh. Voilà ce qu'a dit donc cette réalisatrice il y a 2 semaines. Shirin Abu Akleh, une icône, une excellente journaliste et une figure bien aimée de la Palestine, a été assassinée alors qu'elle couvrait encore une histoire horrible de l'occupation. Fin de citation, donc a affirmé Maha Hadj sur la scène du Palais des Festivals à Cannes. Voilà, donc cette réalisatrice palestinienne d'Israël, Maha Hadj, qui a dédié son film à Shirin Abu Akleh. Merci de nous avoir suivis. Merci infiniment à Jamila et Abdellah de m'avoir accompagné pour réaliser et préparer cette émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau numéro L'Actu. Bonne soirée à tous sur RTV.